Welkom allemaal. On va commencer doucement. Alors, voilà, merci déjà tous d'être là. Éventuellement, il y aura des personnes qui se connecteront plus tard, mais on va déjà commencer. Bedankt om zoveel aanwezig te zijn. We zullen binnenkort beginnen. We hebben het plezier om vanavond samen te werken met Sibyl, die voor een simultane vertaling zal zorgen. Dus de presentaties zullen in het Frans gegeven. Als u in het Nederlands wilt luisteren, klik dan op het logo rechtsonder in uw scherm, het planeetje, en selecteer Nederlands. Dat kan wel, voor iedereen. Ja. Donc, merci d'être aussi nombreux ce soir pour notre 7e workshop de la série Clés pour une première ligne inclusive. Donc, pour rappel, ces ateliers ont pour objectif de pouvoir partager des outils et des ressources afin de renforcer un accompagnement inclusif au sein de la première ligne d'aide et de soins à Bruxelles, ainsi que de discuter des difficultés vécues sur le terrain et essayer de trouver des bonnes pratiques et des solutions pouvant y répondre. Donc, aujourd'hui, on va discuter ensemble d'un sujet qui n'est pas des plus évidents à aborder avec les bénéficiaires, la question de la violence, et notamment des violences intrafamiliales. Donc, comment détecter les signes, quelle posture adopter, comment aborder la discussion et comment orienter au mieux la personne que nous accompagnons. Ce sont toutes des questions auxquelles on tentera de répondre, ou en tout cas d'essayer d'apporter des éléments de réponse pour vous aider. On a l'honneur ce soir d'accueillir 4 intervenantes qui vous feront chacune une présentation. On commencera par une introduction présentée par Yamina Zaza du Centre de prévention des violences conjugales et familiales. Ensuite, nous aborderons des bonnes pratiques dans l'accueil et dans la posture d'écoute, notamment abordées par Anne-Marie-Louise Sequeira, psychologue au sein de la Maison Rue Verte, qui est un lieu d'hébergement pour femmes seules ou avec enfants, notamment victimes de violences. Juste après, on aura Nadine Kassenellenbogen, médecin généraliste et chercheuse, qui nous parlera de quelques pistes et d'outils pour détecter et ensuite orienter le ou la bénéficiaire selon la situation. Et enfin, on fera un focus sur les considérations autour de l'enfant avec une présentation menée par Caroline de Reuk, psychologue au Vertrouwenszentrum Kindermishandeling. Vous pouvez, durant les présentations, noter vos questions dans le chat, dans l'onglet discussion. On en prendra note et on prendra un temps pour y répondre après les présentations. Pour information, toute la première partie des présentations sera enregistrée et un lien vous sera envoyé par après si vous voulez le revisionner. Après les présentations, comme vous voyez ici, on aura l'occasion d'avoir des discussions en sous-groupe autour des situations plus concrètes. Je vous laisserai Esther qui vous expliquera ça plus en détail lorsqu'on se divisera en sous-groupe. Mais donc, sans plus tarder, je vais vous laisser avec Yamina Zaza qui vous introduira avec quelques notions de clés et des éléments du cadre. Voilà, j'ai coupé le micro. Donc bonjour, je suis Yamina Zaza du Centre de prévention des violences conjugales et familiales. Je vais présenter en 2 mots. Donc nous travaillons sur plusieurs axes et principalement les 2 les plus principaux, c'est le service d'aide aux justiciables qui permet d'accueillir les femmes victimes de violences conjugales pour leur offrir un accompagnement spécialisé, un accompagnement psychologique, juridique, social, et quand les femmes le souhaitent, quand elles se sentent en danger, qu'elles veulent quitter leur partenaire violent, nous pouvons aussi les orienter vers notre service d'hébergement sécurisé, donc avec adresse confidentielle. Alors, qu'entend-on par violence intrafamiliale? Donc, ce sont des violences qui sont agies dans le cadre familial, notamment les violences conjugales entre partenaires, les violences envers les enfants, les aînés, aussi les violences qui se passent dans la fratrie,
les violences basées sur l'honneur, les mariages forcés, les mutilations génitales. Donc, on peut voir qu'il s'agit de la famille au sens large. Par exemple, dans les violences basées sur l'honneur, des oncles, des tantes, des cousins peuvent être concernés par ces violences, dans ces violences. Alors, je vais évoquer que quelques lois, quelques outils, quelques droits très rapidement, parce que dans l'accompagnement juridique, dans la prise en charge juridique, il faut évidemment, en un deuxième temps, orienter les personnes concernées par les violences conjugales vers des avocats spécialisés en droit de la famille, en droit des étrangers et en droit familial, par exemple. Mais on peut quand même déjà, nous, dans notre accompagnement, avoir quelques notions pour pouvoir justement savoir vers quel avocat nous allons orienter les personnes pour une prise en charge juridique. Parce que très vite, dans la prise en charge, il s'avère que il y a des urgences. Non seulement il y a des urgences, mais aussi il faut savoir que les tribunaux ne sont pas connectés. Il y a un cloisonnement des tribunaux qui fait qu'une femme victime de violences conjugales, par exemple, peut penser et qu'il y a un problème de titre de séjour et qu'il y a, par exemple, poursuivi porté plainte, elle va penser qu'en allant au tribunal de la famille, eh bien, le juge de la famille va être au courant des condamnations ou des poursuites qu'elle est en train de faire au pénal. Ce qui n'est pas le cas et ce qui est justement problématique en Belgique, puisque nous n'avons pas une politique intégrée, une politique globale. On verra ça que la Convention d'Istanbul exige des États membres qui ont signé cette convention de tendre vers une politique intégrée. Alors, évidemment, il faut tenir compte ou bien avoir quelques notions dans l'accompagnement des victimes, des clauses de protection qui se retrouvent dans la loi du regroupement familial. Donc, c'est les clauses de protection qui ont été dictées donc dans la loi du regroupement familial qui s'était établie en 1980 et qu'il est vraiment impératif de connaître et en tout cas d'orienter très très vite vers un juriste en droit des étrangers pour les femmes qui viennent par exemple dans le cadre du regroupement familial et qui risquent de perdre leur titre de séjour quand elles doivent quitter le partenaire violent. Et d'ailleurs, c'est même une violence qui est utilisée, on appelle ça les violences administratives, c'est une menace qui est utilisée par les partenaires violents que de faire cesser leur poursuite donc de maintien de séjour. Ça fait partie des violences qui peuvent être utilisées. Donc voilà, je tire l'attention sur justement, je ne vais pas les citer ici parce que ce n'est pas le lieu, mais sur l'importance de tenir compte des situations aussi administratives des personnes. Donc, la condamnation du viol conjugal en 1984, la violence conjugale a été inscrite dans le code pénal et reconnue comme un délit en 1997 seulement. C'est une date clé, c'est une date quand même qui a été un tournant dans les prises en charge des violences conjugales et nous, on l'a fort constaté dans notre expérience au centre de prévention. C'est aussi à partir de là, il y a eu quand même une prise en compte des violences dans le programme politique. On l'a vu d'ailleurs assez vite, par exemple, à partir de 2000, il y a des plans d'action nationaux de lutte contre les violences à l'égard des femmes qui ont été établis pour justement prendre des mesures et, par exemple,
à ce moment-là, on avait déjà commencé à former les policiers. Donc, c'était une mesure qui était dans ce plan-là pour améliorer l'accueil des victimes. Et donc, ces plans se succèdent tous les 3 ou 4 ans. Actuellement, on est c'est un plan qui a commencé en 2021, qui va durer jusqu'en 2025. Et d'ailleurs, ce plan s'appelle actuellement Plan d'action nationale de lutte contre les violences basées sur les genres. Vous voyez qu'on ne parle plus, on appelle cela autrement parce que on tient compte de cette appellation, donc violence basée sur le genre, pour s'aligner à la Convention d'Istanbul, hein, que la Belgique a ratifiée en 2016 et qui reconnaît officiellement le rapport de domination de l'homme sur la femme et le considère comme central dans les violences intrafamiliales. Alors en 2003, très important, l'attribution du domicile aux personnes victimes de violences conjugales, très important parce que justement, vers les années 2000 commence la crise du logement. Alors, vers 2007, le divorce sans faute, donc il y a des tas de changements, certains changements au niveau de séparation-divorce. Le divorce sans faute a été établi à ce moment-là, et la garde partagée qui commence à s'installer et qui devient presque systématique actuellement. Il faut aussi en tenir compte parce que ça devient un problème dans les violences conjugales, puisque dans les gardes partagées, on peut donner la garde partagée à un partenaire violent parce qu'on considère que le partenaire violent n'est pas forcément un papa violent. Et il y a aussi tout le problème d'aliénation parentale qui est utilisé de nouveau, qui est utilisé par les partenaires contre les mères. Et donc, ça fait partie du continuum des violences conjugales post-séparation, enfin des violences entre partenaires post-séparation. Donc, il faut savoir que les violences ne s'arrêtent pas avec la séparation du couple. Alors après, en 2012, il y a eu cette interdiction temporaire du domicile immédiate de l'auteur de violences qui peut être demandée, mais qui n'est pas connue parce qu'elle est très difficile. Enfin, ça demande énormément de démarches, c'est très complexe à appliquer et elle est fort peu utilisée encore actuellement. Donc, elle consiste vraiment à éloigner le partenaire violent immédiatement, le temps qu'on renouvelle l'éloignement de 3 mois et le temps que la victime puisse faire les mesures de séparation ou se protéger. Donc, en 2006, il y a une définition fédérale de la violence conjugale que je vais développer après. En 2016, donc, ratification de la Convention d'Istanbul par la Belgique qui a pour objet, j'ai écrit les 4 P violences de genre. Donc, je vous disais qu'elle reconnaît les violences, la violence le rapport de domination de l'homme sur la femme et comme étant central dans les violences conjugales aussi, mais la Convention d'Istanbul, c'est un instrument juridique qui est contraignant et qui impose aux États membres qui l'ont signé certaines exigences, notamment celle de poursuivre les auteurs de violences conjugales, donc la poursuite des auteurs, la protection des victimes, donc de mettre tout en œuvre pour une meilleure protection des victimes, aussi la prévention, donc tout ce qui est formation, etc., sensibilisation, mais aussi une politique intégrée, c'est-à-dire qu'il y ait une cohérence par exemple, entre les politiques et une connexion entre les politiques qui est assez quand même manquante en Belgique.
Alors en 2017, il y a eu le mouvement MeToo qui a eu une grande influence, en tout cas dans les associations, qui a fort mobilisé aussi les associations féministes qui sont toujours là pour justement alerter et mettre un petit peu secouer, je dirais, le politique et le gouvernement, ben justement, puisque maintenant nous avons un instrument, cet instrument qui est auquel la Belgique doit répondre, c'est-à-dire la Convention d'Istanbul, hein, qui demande donc de protéger les victimes, y compris les femmes en situation de séjour précaire et les femmes sans papier, il faut le rappeler. Alors en 2019 a été instaurée l'alarme harcèlement. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc il a commencé en 2019 à Gand. Donc il y a eu un test à Gand qui a très bien fonctionné et qui va se généraliser, cette année à Bruxelles et puis partout en Belgique, et qui consiste à permettre à la femme d'être connectée via un bouton Bluetooth à la police. Donc, la police a déjà le dossier et ils doivent plus interroger la femme, etc. Ils peuvent intervenir et très rapidement, quand l'auteur de violence s'approche de la victime. Alors, c'est en train de se généraliser, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et donc, voilà, il y a aussi le projet de la loi cadre féminicide. Donc, c'est la ministre fédérale, donc Sarah Slits, qui a instauré ce projet-là, qui consiste à nommer vraiment les meurtres dans les meurtres des femmes parce qu'elles sont des femmes en tant que féminicide et non pas en tant que drame ou bien ou autres termes qui ne sont pas du tout voilà, appropriés. Alors, par violence genrée, donc on attend la violence dont la motivation est sexiste et touche les femmes d'une manière disproportionnée. Donc, ce sont vraiment les termes qui sont repris aussi, qui vont être repris dans cette fameuse loi cadre qui va consister aussi à faire enfin des statistiques officielles sur les violences conjugales avec une lecture genrée. Et justement, cette loi cadre féminicide va permettre donc d'établir des statistiques réelles sur les féminicides. En 2021, en 2022, il y en a eu 21, mais ce sont des statistiques qui ont été données, recensées par la société civile. Donc, il y a eu 55 000 plaintes donc à la police. Donc ça, ce sont des chiffres qui ont été réellement relevés, bien sûr. Une femme sur 8 selon l'Institut d'égalité hommes-femmes, mais il y a ce fameux chiffre noir donc qui justement où on ne retrouve pas toutes les plaintes. En tout cas, l'AMA a fait l'année passée établi a sorti des chiffres. Une femme, donc l'AMA, l'association des maisons d'accueil, une femme sur deux est accueillie en maison d'accueil. Donc, toutes les maisons d'accueil, même celles qui ne sont pas spécialisées, une femme sur deux est victime de violences conjugales. La violence conjugale est un phénomène sociétal. Elle est présente dans tous les milieux sociaux, économiques, ethniques, philosophiques, religieux. Donc ça, c'est vraiment un point qu'il est toujours important de nommer chaque fois qu'on fait une présentation. Voilà. Alors, très important de faire la différence entre les conflits et la violence conjugale. Donc, les conflits, il y a 4 critères qui vont déterminer si on est dans une violence conjugale ou dans un conflit. Le pouvoir. Donc, le pouvoir, dans le cas de conflit, le pouvoir s'installe entre deux partenaires sur la situation. Et non pas sur l'autre comme dans les violences conjugales. L'intention, donc l'intention de pouvoir sur la situation, elle était annoncée dans le cas de conflit. Dans les cas des violences conjugales, l'intention de pouvoir est cachée. Il y a une persistance dans
dans les violences conjugales, une persistance qui va suivre un processus qui va être stratégique, qui peut être stratégique, parce qu'on verra qu'il y a plusieurs formes de violence aussi. Donc, dans le cas des conflits, elle est ponctuelle, elle peut disparaître, elle n'est pas planifiée. Les impacts dans les conflits, par exemple, ils sont variables. Ils peuvent être minimes, voire inexistants. Il peut y avoir des peurs, hein, parce qu'il y a des conflits qui peuvent être corsés, mais il y a une possibilité de négociation. Il y a aussi une attente, une solution qui peut être possible et attendue. Alors que dans les violences conjugales, l'impact, il est destructeur. Il n'y a solution, il n'y a pas de solution qui est envisagée, hormis la domination et le contrôle de l'auteur de violence. Il y a un système d'emprise qui est installé et il y a souvent, en général, la peur de parler, la peur donc qu'on peut constater chez les victimes, les impacts sont toujours présents. Yamina, je te propose de bientôt clôturer peut-être avec la définition. D'accord, Ouais, très vite. si tu veux bien. C'est quand même long alors que j'ai quand même raccourci. Eh bien, la définition, qu'est-ce qu'elle nous dit? La définition en 2006, elle nous dit, là je ne la vois pas, mais bon, mais je la connais par cœur, c'est un ensemble de comportements dans les relations intimes, donc le caractère d'intimité est là, l'ensemble de comportements qui vont être portés qui vont être utilisés dans le but de contrôler et de dominer l'autre. Ces violences, donc, elles peuvent être sexuelles, physiques, économiques. Donc, elles vont être amenées à être répétées. Donc, elles vont se répéter, être amenées à se répéter, et elles vont apporter portant une atteinte à l'intégrité de la personne et à son intégration socio-professionnelle. Donc, on voit vraiment là que les 4 critères sont là, hein, la persistance, l'impact, l'intention, le pouvoir et, oui, et l'impact, quoi. Donc, les 4 critères. Donc, voilà. Alors, c'est peut-être important de dire qu'il y a 4 types de violences quand même. Il y a les violences qu'on appelle situationnelles, donc où là il s'agit plus d'agressions expressives qui sont aussi condamnées par la loi, mais c'est important de voir qu'il y a plusieurs formes de violence ne serait-ce que pour le traitement de ces violences, et de voir qu'il y a dans certaines violences pas de médiation possible. Il y a les violences instrumentales qui, elles, poursuivent le but de contrôler, de dominer l'autre. Donc, on l'a vu ici, elles correspondent à la définition. Donc ici, il y a les violences psychopathologiques qui sont liées à un problème intrapsychique chez la personne, les violences mutuelles où les deux peuvent vouloir, l'homme et la femme, les deux partenaires peuvent vouloir dominer, prendre le contrôle, et les violences de résistance qui sont des violences que la victime va mettre en œuvre pour se défendre par rapport aux violences de domination. Alors, chose importante, donc les violences peuvent vraiment toucher tous les milieux, se produire, on parlait aussi, des hommes peuvent être victimes, mais il y a des groupes vulnérables, des périodes à risque et des facteurs associés. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a un petit souci de micro, de connexion. Mais... Voilà. Est-ce que c'est rétabli? Tout le monde m'entend? Oui. Ok. Voilà, je pense qu'on a réussi à avoir tout juste ta fin de présentation. Merci beaucoup, Yamina, pour ta présentation. Je pense que ça nous donne clairement le cadre pour pouvoir comprendre la suite. Et je passe la main à Anne-Marie.
On ne t'entend pas, Anne-Marie. Ton micro est Est-ce coupé. que tu m'entends maintenant? Oui, merci. Ah ouais. Voilà. Anne-Marie Luisekera, bonjour à toutes et tous. Je suis chargée d'une mission un peu compliquée, c'est de vous exposer en 10 minutes, en tout cas de vous sensibiliser à l'importance de pouvoir mettre en place un accueil et une écoute suffisamment, en tout cas, bienveillante et active qui permet réellement, en tout cas, une prise en charge optimale, en tout cas, des victimes de violences conjugales. Je travaille au sein d'une maison d'hébergement qui s'appelle la Maison Rue Verte, qui se situe à Bruxelles, du côté de Saint-Josse. Il s'agit en tout cas pour la plupart des familles que nous hébergeons, en tout cas des personnes qui subissent et qui continuent à subir en tout cas des violences conjugales et ou intrafamiliales et qui sont évidemment en situation de très grande précarité tant au niveau social que psychique. Ces familles, bien entendu, sont suivies pendant leur séjour par un trio de référentes, une assistante sociale, une psychologue et une éducatrice qui se sont, au cours de ces dernières années, fortement formées à la question des violences conjugales. Travailler avec ce public nous a amené en tout cas à mettre l'accent sur l'importance de la pluridisciplinarité et sur la multiculturalité, en tout cas, la nécessité de pouvoir penser cette question de violence conjugale pour nous mettre au travail aussi sur nos représentations. En tant que professionnels, nous avons aussi nos propres représentations, nos bonnes intentions avec lesquelles nous devons parfois prendre distance pour ne pas les imposer aux femmes que nous hébergeons et surtout pas se substituer à elles au niveau en tout cas des décisions concernant ce qui serait bien pour elles ou pour leur enfant. J'ai repris effectivement une citation qui me tient vraiment à cœur, celle de Muriel Salmona. Il existe une véritable incapacité à penser les violences et donc à les reconnaître, mais aussi à les entendre lorsqu'elles sont révélées. La révélation entraîne un stress émotionnel chez les personnes qui reçoivent la parole des victimes. Ça fait 20 ans que je travaille au sein de cette maison Rue Verte et c'est grâce à l'expertise en tout cas de ce public particulier qui nous a amené en tout cas à prendre conscience de l'importance de ce travail, de pouvoir en tout cas mieux appréhender toute la complexité de cette problématique. On a été, et on l'est toujours aussi, on peut l'être, comme beaucoup d'entre vous, être exposé en tout cas à devoir se sentir parfois impuissant. Et donc, je pense qu'effectivement, face aux situations de violence conjugale, les professionnels doivent pouvoir, et il est primordial, de sortir de ce vécu d'impuissance, car il ne s'agit pas de renforcer davantage le vécu d'impuissance des victimes. Et pour ça, ça se travaille, et une nécessité en tout cas de se former est primordiale, mais également aussi de pouvoir se mettre en lien, de sortir de notre propre isolement professionnel. Et vous allez voir que cette notion d'isolement, elle résonne terriblement par rapport à la réalité des victimes et des auteurs aussi. Car la question de la prise en charge, en tout cas des violences conjugales, ce n'est pas uniquement de pouvoir soutenir en tout cas les victimes, c'est de prendre en considération de façon globale les différents acteurs qui sont concernés. Nous n'avons donc pas d'autre choix que de travailler effectivement avec un réseau. Le cloisonnement des pratiques est un frein énorme, important. Il faut encourager les échanges avec les différents acteurs professionnels. Et je remercie de pouvoir en tout cas participer à ce workshop et de voir que de façon spontanée, quand je vois les messages, c'est ce réflexe de pouvoir donner ses coordonnées, de faire lien, c'est primordial. Comprendre la complexité et la multiforme des violences conjugales, effectivement, ça se fait via évidemment notre pratique et de se rendre compte qu'effectivement, nous ne sommes pas avec un public où la question de pouvoir en tout cas imaginer que le terme de femme battue nous met beaucoup au travail. Il n'y a pas de femme battue, c'est une question beaucoup plus complexe. Tenir compte aussi de la variabilité des risques, c'est important. En travaillant avec le public, en tout cas, nous sommes amenés davantage à pouvoir nous intéresser à cette notion essentielle, c'est la question de la sécurité. Non seulement des victimes, mais des professionnels qui accompagnent en tout cas victimes et auteurs à se mettre en sécurité. Nous devons ainsi, grâce à nos pratiques et travailler dans le secteur intersectoriel, pouvoir pallier au manque de ressources
et pouvoir en tout cas nous enrichir des pratiques mutuelles. Le sujet de mon exposé va viser davantage sur l'importance de pouvoir, en tout cas, créer ce qu'on appelle un climat d'écoute et de confiance. Croire ce qui nous est révélé nous paraît essentiel. Par notre posture professionnelle, nous allons pouvoir en tout cas développer des stratégies relationnelles différentes de celles dont a recours l'auteur de violences conjugales. Nous nous inscrivons dans une logique de restauration narcissique. Nous travaillons aussi la notion de la responsabilisation de pouvoir en tout cas encourager toute personne victime de violences conjugales à développer d'autres stratégies de mise en protection plus efficientes, plus efficaces. En tout cas, ce travail nous demande en tout cas de pouvoir être dans une posture d'empowerment, sortir de l'isolement, proposer des alternatives et répondre aux besoins des victimes. Pouvoir en tout cas développer cette notion du respect de bienveillance, c'est primordial. Considérer toute personne comme un être humain qui a des ressources et des compétences, pouvoir valoriser et lui demander son accord avant toute intervention me semble essentiel. Lorsqu'on accompagne une victime de violence conjugale, vous devez prendre conscience qu'il faut prendre du temps. Il faut le prendre parce qu'il est nécessaire, en tout cas, et certainement pas de presser la personne et de la mettre entre deux rendez-vous. Lui accorder une écoute active signifie de pouvoir l'aider et de la soutenir dans ce qu'elle raconte et lui garantir une transparence. Expliciter clairement quel est le mandat de l'institution dans laquelle le ou le professionnel travaille, quelles sont les démarches possibles, quelles informations devront être partagées au besoin. À la Maison Rue Verte, nous avons en tout cas été amenés à nous positionner très clairement, en tout cas autour des questions de violence conjugale, et nous avons décidé des règles institutionnelles à mettre en place, en tout cas en lien avec la sécurité des familles, comme le fait d'interdire par exemple l'entrée des hommes dans notre structure, de n'accepter aucune forme de violence. De même, dans les situations où la violence perdure et où les enfants continuent à en être les témoins, l'équipe va être particulièrement attentive au vécu de chacun. Elle pourra demander de rencontrer les enfants avec leur maman pour leur permettre de parler de leurs ressentis et de partager leurs questions. Ces temps de rencontre portés par l'équipe peuvent venir ponctuer un événement violent ou une agression. C'est une façon de signifier l'interdit de la violence et ses effets destructeurs sur chacun, mais aussi de reconnaître en tout cas les émotions qu'elle suscite. La prise en compte du vécu des enfants est clairement énoncée aux femmes comme une position institutionnelle, afin d'éviter de céder à la tentation de banaliser, mais aussi d'éviter de se réfugier dans le déni et dans un sentiment d'impuissance. Ce positionnement de l'équipe vise aussi à responsabiliser les femmes dans leur fonction parentale et dans leur capacité à se mettre en sécurité et à veiller à celle de leurs enfants. Une autre démarche qui me paraît effectivement primordiale, c'est d'oser ce qu'on appelle le repérage systématique. De quoi s'agit-il? C'est une invitation pour que chacun professionnel puisse s'autoriser à penser à la violence conjugale comme une hypothèse impossible. Depuis ces dernières années, nous avons fait le choix, lors de notre permanence téléphonique que nous assurons, de questionner systématiquement, en tout cas, l'existence ou non d'une problématique de violence conjugale. Si au départ, nous considérions, enfin, je trouve intéressant les données que Yamina a pu donner dans le secteur des maisons d'accueil, on observe qu'une famille sur deux est concernée par la question des violences conjugales. Nous avions ce chiffre au tout début de notre existence, lorsqu'on préfère un peu nos statistiques. Nous nous sommes rendus compte que lorsque nous avons commencé, suite aux formations et à la conviction de l'utilité, à questionner de façon systématique, nous ne sommes plus passés à la proportion du 50-50, mais nous sommes passés à une proportion, on va dire, de 8 personnes sur 10 qui vont nous donner accès à l'existence de la problématique des violences conjugales. C'est quand même assez important. Le questionner et oser le repérage ne se fait pas évidemment de façon anodine. Pour pouvoir vérifier effectivement cette hypothèse, on doit pouvoir poser la question de manière systématique, claire et explicite, mais surtout, uniquement et seulement si la victime est seule.
La meilleure question que nous avons à poser, c'est celle que l'on est capable, en tout cas, de poser. Ce qui va nous guider aussi, en tout cas, à pouvoir poursuivre notre travail, c'est de pouvoir permettre à la personne d'explorer toutes les formes de violence dont elle peut être victime, afin de pouvoir comprendre les stratégies de domination de l'auteur pour ajuster notre posture professionnelle. Bien souvent, quand on questionne la personne sur l'existence de violences conjugales, on voit que de façon aussi presque spontanée, les personnes vont davantage axer sur la question des violences, on va dire, physiques, et vont avoir tendance à ne pas prendre en considération toutes les autres formes de violence conjugale. Alors, ça veut dire que les autres formes, comme Yamina pouvait en tout cas nous en faire part, c'est pouvoir effectivement nous interroger sur la dimension, en tout cas, par rapport à la façon, en tout cas, les violences institutionnelles, administratives. On a aussi l'utilisation des enfants. Comment est-ce que les femmes, effectivement, les victimes, en tout cas, vont être mises à mal dans leur fonction parentale. C'est une dimension qui est souvent sous-estimée. Comment est-ce que régulièrement elles sont isolées. Bref, je ne vais pas aborder le but de ma présentation n'est pas de vous sensibiliser aux différentes formes de violence, mais en tout cas de vous inviter à vous référer aussi à certaines grilles de lecture qui vous permettent en tout cas de pouvoir faire ce travail. Une autre démarche aussi importante, c'est de pouvoir effectivement non seulement, donc là voilà, c'est un exemple que je vous mets à la disposition pour vous permettre aussi de pouvoir questionner la personne de façon plus approfondie et pour pouvoir aussi l'aider à prendre conscience aussi à quel point cette femme, quelque part, va subir toutes ces formes de violence. Donc, voilà. Pouvoir questionner, c'est une chose, pouvoir se positionner, c'en est une autre. Et donc, effectivement, à partir du moment où on va davantage s'outiller pour pouvoir questionner l'existence ou non de violences conjugales et ou intrafamiliales, il va sans dire que l'on va devoir évidemment être clair et de pouvoir se positionner. En quoi consiste effectivement ce positionnement? En tout cas, c'est de pouvoir effectivement se rendre compte que notre positionnement va avoir une influence énorme sur la façon dont on va valider ou non les stratégies de domination de l'auteur et ou les stratégies de mise en protection de la victime. Et ça, c'est un travail effectivement extrêmement complexe. Effectivement, les deux positionnements extrêmement préjudiciables, c'est le silence et l'interventionnisme à outrance. Le silence peut faire office effectivement de cautionnement, en tout cas, de banalisation, et donc on entre effectivement dans les stratégies, on va davantage plus valider, on risque en tout cas de valider davantage effectivement les tentatives de mise en contrôle et de domination de l'auteur, et d'invalider en tout cas les stratégies de mise en protection de la victime. Un interventionnisme à outrance, eh ben voilà, on va éviter de faire un euro parce que d'une part, c'est préjudiciable pour la victime davantage et ça peut être aussi préjudiciable pour la personne qui adopte cette attitude. En tout cas, Zorro est arrivé et je me prends pour le héros de la victime. On n'a pas besoin, en tout cas, de pouvoir renforcer un sentiment de dévalorisation de part de la victime et de faire prendre des risques inutiles. Donc voilà. Je crois que j'ai mis aussi suffisamment en avant cette notion de mise en sécurité. Nous en faisons aussi partie de ce travail. C'est un travail conjoint où nous devons effectivement pouvoir disposer de différentes grilles de lecture pour pouvoir évaluer le danger. Alors, les grilles de lecture que nous disposons actuellement, je vais vous les citer, mais c'est vraiment, ça fait partie aussi d'un cadre de formation continue, c'est de pouvoir s'outiller sur des outils qui vont nous donner en tout cas une vision un peu plus globale, interactive et évolutive, en tout cas, de la problématique des violences conjugales. Nous nous référons effectivement au processus de domination conjugale, où nous allons en tout cas pouvoir prendre en considération trois acteurs principaux, c'est-à-dire l'auteur de violence, les victimes et les réseaux. Pouvoir évaluer en tout cas le niveau de sécurité des victimes de violences conjugales,
processus de domination conjugale va prendre en considération et mettre en interaction les stratégies de contrôle de l'auteur, les stratégies de protection de la victime et le positionnement du réseau familial qui nous semble capital. Voilà, je fais un bref exposé. En tout cas, l'idée est de pouvoir effectivement développer des stratégies professionnelles qui vont davantage, en tout cas, aller à l'encontre des stratégies, en tout cas, de mise en contrôle de l'auteur, sortir de l'isolement, pouvoir être à l'écoute, tenir compte, en tout cas, des besoins de la victime. Voilà. Sur l'aspect au niveau de la sécurité, évidemment, il va sans dire de pouvoir s'intéresser effectivement aux intensifications des stratégies de protection de domination conjugale. Lorsque, effectivement, on va questionner la victime, on va voir aussi quelles sont les stratégies qu'elle met, si elle est amenée à devoir davantage être sur des stratégies de mise en protection. Par rapport à l'auteur aussi, de voir un peu à quelle fréquence ces violences sont-elles mises en action, comment cet auteur s'active et quelles sont en tout cas les modalités d'activation, la variété et donc l'amplitude aussi. Ces trois repères, évidemment, sont essentiels pour pouvoir un peu évaluer avec la victime la situation du danger. Je pense que j'ai un peu fait le tour. Rappeler l'interdit de la violence, qu'on s'occupe des auteurs ou des victimes de violences conjugales, peut être clair, et de rappeler à chaque occasion l'interdit en tout cas des violences. Merci beaucoup, Anne-Marie. Je pense que ça donne déjà quelques pistes pour des points d'attention pour avoir une posture plus inclusive et plus ouverte. Je laisse la parole à Nadine Castellane-Bogen qui va nous parler de la détection et de l'orientation. Oui, bonjour. Donc, effectivement, je suis généraliste à Forêt depuis 1981 et c'est vrai que aussi je me suis beaucoup impliquée dans mon université à l'ULB en tant qu'enseignante et chercheuse. Et c'est vrai qu'en tant que chercheuse, une des thématiques, on a parlé tout à l'heure du plan d'action national, et donc on a eu la chance d'être en contact avec une sociologue qui travaille là aussi effectivement là-dessus depuis 2000. Et donc, on a beaucoup travaillé sur ces thématiques et notamment la dernière recommandation qui est validée par le CEBAM, donc pour dire que voilà, c'est basé sur une littérature la plus pointue possible, justement pour la détection précoce et qui est à destination de tous ceux qui travaillent en première ligne. Et c'est évidemment pour ça qu'on m'a contactée. Donc, évidemment, je suis pas du tout spécialisée dans le domaine, en tant que médecin généraliste, mais pas que médecin généraliste. C'est ça qu'on va voir. Je vais essayer d'être relativement rapide également. Merci pour la suivante. Donc, ce que je vais vous dire, si vous voulez, parce que moi, en tant que généraliste, j'ai commencé à travailler en étant totalement ignorante de cela, justement, et puis en acquérant cette connaissance, donc je me suis autorisée à penser que la violence pouvait faire partie des problèmes que je rencontrais dans mon quotidien. Et donc, c'est ce qu'on nous a dit, et je le répète, et c'est vrai. Donc, pourquoi on doit se sentir concerné? Bon, je viens de donner un exemple comme celui d'Anne-Marie. Donc, pourquoi est-ce que je dois me sentir concernée? Pourquoi est-ce que je dois faire de la détection précoce en tant que, je dirais, intervenant de première ligne? Et pourquoi je suis bien placée pour le faire? Et comment je le fais? Et une fois que j'ai fait ces détections, qu'est-ce que je fais de ça? Comment je reçois ça? Voilà. Merci. Alors, la première chose, évidemment, on l'a dit et on l'a répété, c'est très fréquent. Alors là, je vais juste me décaler un peu par rapport, évidemment, aux chiffres qu'on vous a donnés. À raison, quand vous retrouvez, évidemment, dans des maisons de protection ou des maisons d'accueil, vous n'avez évidemment plus une population générale. Vous avez une population déjà plus sélectionnée. Mais même, donc, si vous regardez une population générale, vous verrez que la violence, elle est extrêmement fréquente. Déjà, toute forme de violence,
Et on voit que sur toute une vie, ça vient d'une étude qui a été faite il y a déjà 10 ans, mais je crois qu'il n'y en a plus depuis en Belgique. Et donc, voilà, la moitié des personnes entre nous, hommes, femmes, sur toute une vie, eh bien, près de la moitié, non, plus de la moitié, ont déjà vécu de la violence. Vous vous rendez compte? Bon, mais c'est toute forme de violence. Maintenant, si on regarde par rapport à la violence entre partenaires, et là, évidemment, je suis évidemment inclusive, donc le partenaire, c'est le petit ami avec qui on ne vit pas, ou la petite amie, c'est les couples, on a parlé de la séparation, et effectivement, c'est un facteur de risque, la rupture est un facteur de risque, mais aussi évidemment, quand on est dans un couple évidemment, hétéro, homo, bien sûr. Et donc, on voit que pas de violence. Donc, alors, donc, dans les 12 derniers mois, on voit que à peu près 15% des femmes ont vécu dans les 12 derniers mois de l'enquête de la violence de la part de leur partenaire. Et quand on parle de violence très grave, donc ça c'est l'étude qui a trouvé un score pour dire c'est quoi une violence très grave, c'est celle qui laisse des séquelles, qu'elles soient psychologiques et ou physiques. Pour les hommes, eh bien, on voit quand même que 11% des hommes vivent de la violence de la part de leur partenaire et 1,7% donc de violences considérées comme très graves. D'une manière générale, en fait, on trouve des hommes, c'est plus rare, et disons que la gravité et notamment le risque létal est nettement moindre chez les hommes. Mais effectivement, il y a des hommes qui sont victimes. Les femmes enceintes, ça c'est quelque chose qui est très courant et c'est vraiment la grossesse qui est visée. Je reparlerai de cela tout à l'heure. Et puis, si on regarde, je dirais, donc la différence entre les hommes et les femmes, et ça se voit dans les statistiques et dans le monde entier, si vous voulez, c'est que les hommes vivent de la violence, mais c'est pas dans la sphère intime. Or, on a parlé de sphère intime. Normalement, quand tout va mal dans votre vie, vous devez rentrer à la maison et c'est là que vous devez vous sentir le mieux. Et c'est ça qui ne va pas dans la violence, dans l'intimité de la famille, parce que c'est là qu'est le danger et c'est là qu'on ne se sent pas bien. Et on voit que ça, c'est typiquement féminin. Les femmes, donc, on voit, c'est elles qui ont le plus de risques d'être agressées de toutes les façons possibles par leur partenaire, ou par leurs parents. On voit que les hommes, c'est toujours la sphère publique où ils sont plus à risque. Donc là, ici, c'est une très ancienne étude de l'Institut scientifique Santé publique, qui maintenant c'est Scienzano, qui disait 4 femmes pour un homme. Voilà. Donc maintenant, oui, la suivante, merci. C'est vrai que en première ligne, quelqu'un ouvre la porte de votre bureau, vous êtes assistant social, vous êtes kiné, vous êtes infirmier, vous êtes n'importe quoi. Bon, on ne fait pas l'attention, on ne va pas dire « Ah, c'est un homme, ah, c'est une femme ». Non, on prend n'importe qui et puis on écoute évidemment. Donc, j'insiste un tout petit peu, il faut être ouvert quand on est en première ligne. N'importe qui peut être victime de violence, y compris dans la sphère familiale. Alors, deuxième raison pour laquelle il faut, en tant que premier accès pour les bénéficiaires, y penser, c'est que ça a des graves conséquences. Ces graves conséquences, je ne vais pas, elles sont là, on peut en reparler, donc elles vont à tous les niveaux. Là où il y a l'astérisque rouge, donc c'est-à-dire les problèmes de santé mentale qui peuvent aboutir finalement à des problèmes somatiques. Il y a les conséquences somatiques liées aux lésions, évidemment, de violences physiques, mais en fait, la santé mentale et les complications, vous allez les retrouver aussi chez l'auteur. Donc, ça, il faut le savoir. Donc, voilà. J'ai pas vraiment fini, mais bon, vous voyez qu'il y a, même on sait maintenant que le fœtus, hein, donc une femme enceinte, je vous ai dit, la femme enceinte est souvent victime, donc, et le fœtus, on a des preuves maintenant qu'il y a des impacts, problèmes gynéco-obstétricaux,
Les enfants, évidemment, donc on en a un tout petit peu parlé, ils vont vraiment déraper, ils vont avoir des problèmes de comportement, ils vont décrocher au niveau scolaire. Voilà. Et donc, c'est la première cause de décès chez les femmes jeunes, notamment. Donc, voilà. Ça a un coût également. Des études montrent que, par exemple, au niveau européen, c'est jusqu'à 16 milliards d'euros. Je crois que pour la France, c'est aux alentours de 2 milliards d'euros par an. Donc, voilà. Conséquences graves individuelles. Et donc, finalement, nous sommes donc tous concernés en premier accès. Simplement, on n'est pas au courant. Il y a des études comme ça en anglais qui montrent que dans la salle d'attente des généralistes, il y avait jusqu'à 20% de personnes qui, en fait, étaient victimes au moment de l'enquête de violences chez elles, mais que ce n'était pas pour ça qu'elles venaient, parce que les gens ne viennent pas parler de ça systématiquement. On doit donc être proactif. C'est une façon d'être et c'est y compris en première ligne. Merci. Oui, la prochaine. Voilà. Une autre raison aussi, donc, c'est que le fait est, et si vous voulez, cette dia est sur les deux, donc je vous ai dit pourquoi on doit être concerné, parce que c'est très fréquent et que ça a des conséquences graves, et que si on laisse traîner, eh bien, ça va devenir de plus en plus grave. Donc, l'idée, c'est la détection précoce. Et c'est sûr que quand vous êtes un premier niveau d'accès, que ce soit au niveau psychosocial, AS, que ce soit le dentiste, l'infirmière, la kiné, je le répète, mais évidemment le médecin généraliste. Donc, on a une population peu ou pas sélectionnée. Et donc, si on est outillé, on va pouvoir détecter quelque chose de relativement moins grave. C'est toujours grave, mais moins grave. Et ici, je ne vais pas vous détailler maintenant le cycle de Walker, qui est quelque chose de beaucoup plus simple, moins précis évidemment que quand on est intervenant spécialisé, mais c'est le cycle de Walker où on peut reconnaître, c'est une façon de reconnaître et de faire prendre conscience aussi à la personne qu'elle est dans un cycle de violence. Il y a d'autres, on a parlé de la roue du pouvoir et puis à la roue du respect, on peut montrer ça aussi à nos patients, à nos bénéficiaires. Et donc, mais en réalité, ce cycle de Walker, on dirait que c'est quelque chose qui tourne en rond, mais en fait, c'est comme une coupe transversale d'une spirale. Parce que à chaque tour, le risque, c'est que ça s'aggrave. Pourquoi? Parce qu'en fait, et on l'a dit, la violence, c'est un moyen d'emprise. Si, avec un simple regard, vous faites ce que je veux, pas besoin d'aller plus fort. Si vous vous rebellez, si vous essayez de vous libérer de cette emprise, peut-être qu'il faudra crier, ou peut-être qu'il faudra humilier, ou peut-être qu'il faudra isoler, ou frapper, etc. Et donc, c'est ça qui fait que souvent, c'est une spirale qui va vers, je dirais, l'aggravation. Merci pour la prochaine. Ce qui fait que, quelque part, nous, il faut savoir, donc il faut s'autoriser que quand quelqu'un ne va pas bien, et quand je dis pas bien, c'est pas spécialement quelqu'un qui est roué de coups ou qui vient pour une contusion physique, ou voilà, ça peut être simplement un mal-être, parce que quelqu'un qui, chez lui, où normalement il doit se sentir en sécurité, ne se sent pas en sécurité, où on l'insulte, où on l'injurie, ou déjà on le rabaisse devant les enfants, ou par exemple, eh bien, ça ne se voit pas, c'est une violence qui est extrêmement destructrice, mais qui ne se voit pas. Mais par contre, les gens vont rapidement développer à cause de cela un mal-être. Ce mal-être qui n'est pas encore, je vais dire, une pathologie, une dépression, où il n'y a peut-être pas encore d'isolement, il n'y a peut-être pas encore perte d'emploi, il n'y a peut-être pas encore tout ça, mais les gens sont en mal-être et vont venir pour ça chez nous. Et des troubles fonctionnels, ou tout simplement ça ne va pas, ou demander des certificats médicaux et des choses comme ça. Eh bien, derrière cela, il faut penser que parmi tous les diagnostics différentiels, c'est peut-être qu'il y a de la violence et il faut en tenir compte.
comme n'importe quel autre diagnostic. Merci. Alors, l'idée, évidemment, pourquoi cette détection précoce? C'est parce qu'on se dit, et c'est probablement vrai, que si vous repérez à plus bas niveau, eh bien, ce sera complexe, mais ce sera moins complexe. Et que vous avez encore peut-être plus de ressources autour de la personne. Elle n'est peut-être pas encore tout à fait perdue au niveau autonomie, pas tout à fait cassée encore. Et donc, on aura peut-être moyen de travailler. On peut même faire, je dirais, de la prévention primaire, hein, mais ça, on peut en parler si vous voulez. Alors, comment je vais la détecter précocement? Ben, je viens de vous le dire, quelqu'un qui ne va pas bien chez vous, hein, il n'a aucune étiquette. Ça, c'est le propre de la première ligne. Hein. Il n'y a pas d'étiquette. Je ne sais pas pourquoi il vient. Il vient peut-être pour n'importe quoi. Et d'ailleurs, lui-même ne sait pas toujours qu'il y a un lien entre son mal-être et ce qu'il vit chez lui. D'ailleurs, ça fera partie de notre travail, de lui montrer que peut-être il y a un lien. Donc, on va repérer ce qu'on appelle les indicateurs de risque. Ces indicateurs de risque sont peut-être des facteurs de risque et sont peut-être des conséquences. Mais en tout cas, c'est associé à ces situations-là. Je ne vais pas pouvoir le détailler. Je vais vous laisser essayer de dire, bien sûr, on peut en parler. Donc, est-ce que l'enfant ne va pas bien? Il y a des facteurs de risque. On a vécu de la violence quand on était plus jeune. L'alcool qui est souvent pas loin, ce n'est pas forcément la cause, mais ça peut indiquer. L'auteur qui peut être toujours présent, qui n'est jamais seul, la personne victime. Voilà, donc l'enfant qui ne va pas bien, je l'ai dit. Et donc, avec tout ça, on a ce qu'on appelle un faisceau de présomption. À ce moment-là, à partir de là, si j'ai un faisceau de présomption, que peut-être ça fait partie des diagnostics différentiels, à ce moment-là, on va fonctionner un peu en entonnoir, comme on dit. Oui, merci pour la suivante. C'est-à-dire que dans les conditions dont on vous a parlé, donc il faut être empathique, il faut que le bénéficiaire ou le patient soit seul, ça c'est vraiment très important. Eh bien, donc rappelez peut-être que on garde le secret, parce que ça c'est vraiment souvent très important. Eh bien, à ce moment-là, on dit, ben, voilà, vous n'êtes pas bien, c'est peut-être que quelque chose ne va pas dans votre vie. Est-ce que c'est pas le travail qui va pas? Est-ce que c'est pas les parents qui vont pas bien? Est-ce que vous avez des soucis financiers? Et comment ça va dans la famille, hein? Et donc, dans la famille, il y a peut-être qu'on se dispute. Mais comment vont les disputes? Qu'est-ce que vous voulez dire par dispute? Et on demande des précisions. Je ne vais pas aller plus loin, mais on peut en reparler tout à l'heure si vous voulez. Et à ce moment-là, si on voit qu'on est dirigé vers ce côté-là, ben, on va, au départ, sur des questions vraiment très ouvertes. Si la personne ne veut pas répondre, non, j'ai pas envie, ben, on laisse. On peut en reparler une autre fois. On peut, voilà, et on a ça en tête. Et puis, la personne peut mentir parce que parfois, vous savez, vous, puisque le monde est petit, hein, on sait, on a les parents, les enfants, etc. On sait qu'il y a la violence, mais la personne dit non, ben, on respecte, mais on laisse la porte ouverte, évidemment. Et à un moment donné, si on peut arriver jusqu'au bout, eh bien, on va poser notamment cette question, vous sentez-vous en insécurité? Avez-vous déjà été blessé? Une des deux, ben, c'est déjà de la violence. On peut aussi pas le poser autrement. Moi, parfois, je me dis, tiens, quand quelqu'un ne va pas bien, en malaise, je lui dis, tiens, est-ce que quelqu'un vous a fait du mal ou vous fait du mal en ce moment? Sans parler même famille, parce que la violence, elle est partout, même sur le lieu du travail, par exemple. Donc, voilà. Donc, on est ouvert au départ, parce que c'est tout et n'importe quoi. Nos patients peuvent tout avoir. Et puis, on va vers des questions de plus en plus précises, toujours respectueuses. Il y a des dispositions aidantes, hein, dans votre salle d'attente. Ben, vous mettez le numéro 0800 pour dire, ben voilà, la violence, ici, on en parle, par exemple. N'oubliez pas les toilettes. On n'ose pas prendre des documents dans une salle d'attente pleine, mais dans une toilette à l'abri des regards, ça peut aussi être aidé. On peut, voilà. Voilà. Une fois que ça a été détecté, là aussi, je ne vais pas pouvoir beaucoup vous parler de ça, mais donc, voilà. Donc, il faut dire, ben voilà, merci d'abord d'avoir dit cela,
ben écoutez, ce que vous vivez n'est pas acceptable. Voilà. Et vous avez eu raison d'en parler et on peut vous aider. Donc l'écoute, on a des études qui ont montré que rien que l'écoute diminuait le risque de dépression. Je vous parle évidemment là de détection précoce, évidemment. Hein. Analyser les risques, nous avons des grilles, ce serait intéressant de les comparer avec mes collègues spécialisés. On peut détecter le risque létal, hein, donc voilà. Quelles sont les ressources disponibles? Qui peut aider? L'entourage, c'est hyper important, familial, amical, sur qui on peut compter. Des plans de sécurité, je crois que vous en avez parlé. Donc, on peut repérer avec l'aide de la personne victime quels sont les moments où on sait qu'il va y avoir des risques et on prend ses dispositions avant. Voilà. Donc, informer sur les aides disponibles. On sait que parfois, ça peut, parce que ces personnes sont souvent dans le déni, faire le lien, comme je vous ai dit, entre les symptômes et dire, ben, tiens, c'est peut-être ce que vous vivez à la maison. Évidemment, moi, je vous dis ça comme ça, mais encore une fois, ce n'est pas en une consultation. Hein, et ça, c'est, je dirais, la chance des médecins ou des psys, etc. On suit les gens sur la longueur. Et donc, pour le reste, vous voyez, donc on peut reparler de ça, mais le dossier médical qui est confidentiel, bien entendu. Alors, la caractéristique du premier accès, c'est que nous avons aussi les auteurs. Donc, je peux vous parler de ce dossier médical si ça vous intéresse, mais il ne faut pas faire de lien dans les dossiers. Chacun garde son dossier et on reste évidemment totalement, vraiment, la confidentialité, c'est vraiment, il ne faut jamais parler de ça, donc de l'un à l'autre, sûrement pas. Et le certificat médical aussi, je peux vous montrer, j'ai des documents de référence, donc en annexe, ça je peux vous les montrer tout à l'heure. Et donc évidemment, comme on a dit, et ça a été insisté, on a insisté là-dessus, on ne peut pas rester seul. Il faut connaître tous les autres réseaux et tous les autres intervenants principalement avec qui on peut travailler et d'ailleurs encourager, accompagner évidemment les personnes vers ces services. Voilà, donc j'ai des ressources donc, pour les personnes qui travaillent en première ligne. Il faut savoir que nous avons justement fait un certificat universitaire qui est notamment ouvert pour les personnes qui travaillent plus précisément dans tout ce qui est violence genrée, mais aussi un axe qui est plus pour la première ligne, où on a évidemment principalement, bien sûr, les violences genrées, mais pas que. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire de manière très limitée. Un très grand merci, Nadine. Pour toutes les personnes qui seraient intéressées, je ne l'ai peut-être pas précisé en début, mais le PowerPoint sera partagé après le workshop. Et Nadine et d'autres intervenantes ont également mis tout à la fin du PowerPoint plein de ressources, des liens utiles vers des outils. Donc voilà, vous aurez une bonne dose, une bonne dose d'infos supplément qui viendra par après. Je laisse la parole à Caroline qui fera un bref focus sur les enfants dans le cadre de la violence. Goedenavond iedereen. Ik ben Caroline de Ruik en werk bij het... ik ga even iets uitzetten. Ik werk dus op het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel. En ik ben heel blij dat wij gevraagd zijn om hier eventjes het kindperspectief te brengen in deze complexe dynamiek. Omdat verschillende studies uitwijzen en ook onze dagelijkse praktijk ons vertelt dat kinderen toch altijd ook betrokken partij zijn binnen intrafamiliaal geweld. Zelf al is het geweld niet rechtstreeks naar hen, zoals deze cartoon ons duidt. Zij horen, zij zijn getuigen van geweld, dus zijn zij ook betrokken partij. Als wij even kijken naar onze noorderburen,
Daar is een onderzoek gebeurd bij Veilig Thuis in Nederland. En dan hebben zij gemerkt dat in meer dan de helft van de situaties die aangemeld waren omwille van partnergeweld, dat men zag dat er ook sprake was van lichamelijke mishandeling van de kinderen. Dus hoewel dat de aanmelding kwam van intrafamiliaal geweld en dat men dus dacht dat het kind geen slachtoffer was, geen rechtstreeks slachtoffer was, dan zag men na onderzoek dat in de meerderheid van in de meerderheid van de situaties er toch sprake was van lichamelijk geweld naar de kinderen. En dat brengt ons direct naar het belang van dergelijke workshops zoals vanavond, om de aandacht te vestigen ook voor deze kwetsbare groep. Zij kunnen betrokken zijn tijdens de zwangerschap, als foetus. Ik denk dat daar overal kort is aangehaald dat er studies voorhanden zijn die de impact op ongeboren kinderen en hun later leven aantonen. Zij kunnen horen, de discussies, het geweld horen. Wij horen vaak mensen zeggen of ouders zeggen, maar ze waren er niet bij. Ze lagen in bed. Ze waren aan het slapen. Ja, maar ze waren bezig onder elkaar. Ze waren aan het spelen. Kinderen horen. Kinderen hebben voelsprieten. Hoe meer sprake van geweld en chronische stress, hoe meer kinderen gevoelig raken om dergelijke dingen op te pikken en om te weten van oei, dit is een ernstige situatie, dit kan escaleren, ik spits mijn oren open, ik kijk, ik hou in de gaten. Zij kunnen natuurlijk ook getuigen zijn. Zij kunnen het zien, zij kunnen getuigen zijn van een mama of een papa met letsels, of beiden. Zij kunnen zien dat er een deur gesneuveld is tijdens het geweld. Dus zij zijn ook dan betrokken. Soms worden zij ook ingezet. Ingezet door de ouder van een kind, een babytje die op de arm genomen wordt, omdat men dan denkt, men gaat mij niet aanvallen. Maar het gebeurt wel. Soms wordt ook geweld gebruikt van, ik ga uw kind pijn doen als je nu niet doet wat ik wil. Ze zetten zich soms ook zelf in een slachtofferpositie doordat kinderen van nature uit loyaal zijn en proberen te beschermen. En dan zijn zij ook rechtstreeks slachtoffer van het geweld. Ik ga niet alle slides kunnen doornemen, maar ik heb ze er wel ingelaten omdat ik dan denk dat jullie ze achteraf ook rustig kunnen doornemen. Wat we zien is dat een kind altijd wel iets doet. Een kind gaat tussenkomen, een kind gaat een bliksemafleider zijn, gaat proberen de situatie zo te gaan manipuleren dat het geweld afneemt of dat het geweld ergens anders zich voltrekt. Men gaat kinderen hebben die zich terugtrekken, die denken van als ik heel stil en braaf zal zijn, zal er geen aanleiding zijn tot geweld. Dus kinderen doen iets met een gewelddadige situatie. En als zij zelf niet actief deelnemen, dan zien we ook dat ouders ze wel in die positie zetten. Niet altijd gewild, vaak niet gewild, maar door de dynamiek tussen de gezinsleden, dat zij wel in een precaire situatie geduwd worden. Als we even gaan naar de gevolgen van partnergeweld. Misschien wil ik, om wat tijd te besparen, direct hebben over de neurobiologie. We weten ondertussen door vele studies dat kinderen, ook foetussen, die te maken hebben met toxische stress, met chronische stresssituaties, dat dan direct effect heeft op hun ontwikkeling van de hersenen. Met name, ik ga dat hier niet helemaal uiteen doen, ik ben ook geen neurobioloog of geen arts, maar we weten dat de hersenverbindingen, de verbindingen die gemaakt worden, kinderen zijn heel hard bezig met allemaal verbindingen in hun hersenen te leggen, dat de verbindingen die te maken hebben met het detecteren van stress, het omgaan van stress, die gaan
de bovenhand nemen, wat maakt dat er veel minder ruimte is voor andere ontwikkelingstaken die kinderen hebben. Bijvoorbeeld zal er veel minder ruimte zijn om netwerken te vormen in het kader van complexe vaardigheden, lezen, schrijven, rekenen enzovoort. En dan zien we ook het effect op de schoolse prestaties bijvoorbeeld, of op ontwikkelingsproblematiek. Ik wou er ook de E-studies bij halen. Ik weet niet of dat in hoeverre dat die bekend zijn, maar dat is internationaal en gedurende jaren dat men daar onderzoek naar doet. En de E-studies, dat gaat eigenlijk over adverse childhood experiences, waaronder ook partnergeweld. Zijn er ook andere, suïcide in de familie, armoede, financiële problematiek, kindermishandeling, psychische problematiek bij ouders. Dus het is een hele race van soorten ingrijpende jeugdervaringen. En men weet ondertussen dat dit heel grote effecten heeft op zowel fysieke gezondheid van kinderen als psychische, sociale problematieken. Dat gaat over een verhoogd risico tot hart- en vaatziekten in uw volwassenheid. Dat gaat over bij kinderen die meer dan 4 van deze ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt, dat men bijvoorbeeld ziet dat die, wanneer dat die in de volwassenheid gaan, dat die meer kans hebben op het ontwikkelen van bepaalde kankers. Dat daar een grotere kans is om het ontwikkelen van bepaalde longziektes. Dus het is op het fysieke domein ook een impact. En het heeft een impact vanaf uw kind zijn tot uw volwassen leven. En vandaar denk ik dat wij een heel grote oproep doen met z'n allen, met mijn collega sprekers hier, van in een zo vroeg mogelijk stadium te gaan proberen ingrijpen. En lijnen leggen, verbindingen maken met gezinnen in problemen rondom geweld en veiligheid. Uiteraard spreekt het ook voor zich dat partnergeweld, geweld, onveiligheid, chronische stress, het anticiperen van de veiligheid, dat een effect heeft op de hechting tussen ouder-kind. De hechting heeft natuurlijk een zeer zware impact op de ontwikkeling van kinderen. Nu, ik wil hier ook niet een zeer somber beeld brengen van kinderen die jammer genoeg te maken hebben met chronische stress, met geweldsituaties. Dat zijn geen verloren individuen. Daar is inderdaad, we kunnen ermee werken. Er zijn protectieve factoren, maar we weten wel hoe vroeger we erbij zijn, hoe gemakkelijker we mensen op weg kunnen helpen en hoe meer impact we hebben om de risicofactoren of om de verhoogde risico's op het ontwikkelen van problematieken naar beneden te halen. De volgende dia's zijn een beetje toegespitst over hoe je het kan zien bij de verschillende leeftijdscategorieën. Bij baby's kan je bijvoorbeeld detecteren kinderen die onder zware lichaamsspanning zijn, die zeer angstig reageren op harde geluiden, kinderen met slaapproblemen, eetproblemen. Uiteraard kan dat ook andere oorzaken hebben, maar het is belangrijk om bij wanneer kinderen zich op die manier of ouders met hun kinderen naar u komen met een hulpvraag van oh, mijn kind slaapt niet goed, om ook daar uw vizier open te houden en te denken van oké, wat betekent dat? Van waar moeten we dat begrijpen? Als we een beetje verder in de ontwikkeling gaan naar peuters en kleuters, dan zien we heel vaak vertraagde ontwikkeling op specifieke domeinen, zoals taal, zindelijkheid, motorische problematieken, agressiviteit, driftbuien.
kinderen die veel minder interesses vertonen en niet bezig zijn met het spelen, maar bijvoorbeeld het scannen van omgevingen. Angstige kinderen. Als we dan nog een beetje verder doorfietsen naar lagere schoolkinderen, dan zien we een heel duaal beeld van kinderen die zich heel internaliserend gaan opstellen. Hè. Dus kinderen die we soms benoemen als grijze muizen die niet opvallen, die niet getraceerd worden op school, want zij zijn eerder teruggetrokken. Zij vertonen misschien een depressiever beeld. Dat zijn niet de moeilijkere kinderen in een schoolse context, maar wel kinderen die ook aandacht vragen. En dan heb je natuurlijk ook de kinderen die heel externaliserend gaan doen. En dan kunnen we denken aan diegene met vernielzucht, met agressie als antwoord op elke vorm van frustratie of conflict. Met kinderen die het moeilijk hebben met autoriteit. Kinderen die heel wat pestgedrag vertonen. Ook bij de adolescenten zien we die uitsplitsing naar internaliserende problematiek. En dan denk ik toch ook aan de jongeren die zich presenteren met automutilatief gedrag. Dat is toch ook een signaal van wat zit er in die rugzak van die jongeren? Wat maakt dat die tot dergelijk gedrag komt? Als we dan kijken naar het externaliseren, dan zien we toch ook heel wat jongeren die drugsproblemen hebben, problemen met het schoolse verloop, niet aanklampen aan een schoolstraject, daar niet tot te motiveren zijn, desondanks dat het niet te maken heeft met een leervermogen of een intellectueel vermogen, maar dat de motivatie volledig wegvalt. Ik denk als ik de uitleg van de E-studies gedaan heb, dat het denk ik duidelijk naar voren komt dat kinderen in zo'n situaties, wanneer we daar geen of onvoldoende antwoorden op bieden, dat de effecten op latere leeftijd wel schrijnend kunnen zijn. Ik denk dan aan PTSD, depressies, zelfs dissociatieve symptomen enzovoort. Ik heb ook gezegd van ik wil niet een depressief beeld ophangen van de problematiek van deze kinderen, omdat we ook zien dat kinderen heel wat veerkracht vertonen en dat we wel dingen rondom de kinderen en de gezinnen kunnen zetten. Een goede school, een goede leerkracht, ondersteuning via andere kanalen en het aanpakken of het durven aanboren van het thema geweld binnen gezinnen. Ter afsluiting zou ik graag even de kindreflex willen presenteren. Ik kan die niet helemaal uitleggen, want op zich duurt zo'n workshop op zich al 3 uur. Maar de kindreflex is ontwikkeld met als 2 doelstellingen. Om eigenlijk bij de hulpverleners of dienstverleners die werken met volwassen cliënten, om handvaten aan te reiken om binnen hun publiek, binnen hun relatie tot hun cliënt of hun patiënt, het thema ouderschap naar boven te brengen en bespreekbaar te maken. We zien in de praktijk, ook in studies, ook uit verhalen van ervaringsdeskundigen, dat er vaak gekeken wordt naar wat is de vraag van mijn cliënt, maar niet voldoende verruimd wordt, maar wie zit er nog allemaal in het leven van mijn cliënt? Hè? En zijn daar ook kinderen of denkt men aan kinderen? En dat is dus de bedoeling van dit stappenplan, om op basis van de eerste 3 stappen, voor een gesprek over ouderschap, over kinderen, voor een gesprek over veiligheid en het welzijn van die kinderen, en ondersteun de cliënt in zijn rol om naar de hulpverlener te gaan aanleren of in ondersteunen van hoe men dit thema kan binnenbrengen wanneer uw opdracht eigenlijk niet specifiek gericht is naar de kinderen. Een tweede doelstelling van de kindreflex is om
des outils, ik kan het nu niet meer in het Nederlands zeggen, maar om ondersteuning te bieden van, ja, maar als we dermate ongerust zijn over gezinnen en over de veiligheid van kinderen, dan gaat het niet enkel de fysieke veiligheid, maar ook de emotionele veiligheid. En we zien dat gezinnen om de een of andere reden daar toch niet in slagen om verandering te brengen, om meer veiligheid te brengen, of gewoon niet willen, om de een of andere reden, welke stappen je kan ondernemen om vanuit het kindperspectief door te gaan verwijzen naar de instanties die dat kunnen. Die daar kunnen mee omgaan, die de positie ook hebben om daar rond te werken. En dan denken we, ik ga die later toelichten, maar dan denk ik bijvoorbeeld aan onszelf, de Vertrouwenscentra Kindermishandeling, maar ook de OCJ's, Ondersteuningscentra Jeugdzorg. Wij vormen samen een beetje het equivalent voor de SOS Enfant-equipes en de SAJ-equipes, maar dan voor kinderen uit het Nederlandstalig onderwijs. Daarnaast wou ik toch een aantal andere diensten vernoemen die ook werken rond geweld bij kinderen. Ik denk aan Nu praat ik erover .be, een chat voor minderjarige slachtoffers. Ik denk aan het gratis nummer 1712. Ik denk ook aan Zorgcentrum na seksueel geweld, waar zowel volwassenen als minderjarigen terecht kunnen en waarbij linken gemakkelijk gemaakt worden met diensten zoals onze. Ik denk dat ik hier nu heel rap doorgefietst ben. Ik wil graag een oproep doen. Als u denkt beroep te moeten doen of dat wij een meerwaarde kunnen zijn in het nadenken in situaties van intrafamiliaal geweld waar kinderen deel van uitmaken, dat wij ook anoniem consult geven. Dat wij op een anonieme wijze samen met de betrokken hulpverlener of dienstverlener willen nadenken wat je kan doen in jouw situatie, in jouw positie, binnen jouw rol. En wanneer het opportun kan zijn om er toch andere diensten die meer op het kindperspectief georiënteerd zijn, kunt betrekken en op welke manier dan. Ik hoop dat we jullie allen samen hebben kunnen warm maken om aan de slag te gaan met deze niet-evidente thematiek. En dat u toch hier of daar wat inspiratie heeft gehaald op welke manier dat jij dat kan doen in jouw rol en jouw positie als eerste lijnswerker. Alvast bedankt. Dankjewel, Carolien, om ook die focus op de kinderen mee te nemen in dit verhaal. We hebben gezien dat er in de chat heel wat heen en weer is gechat, heel wat vragen zijn gesteld. Maar gezien de tijd, de weinige tijd die we nog hebben, een half uurtje, hebben we ervoor gekozen om meteen naar de breakout rooms te gaan. We gaan al jullie vragen wel verzamelen en de antwoorden die al gegeven zijn in de chat door de sprekers zeker meenemen. En indien er nog geen antwoord gegeven is door de sprekers, dan vragen we er zeker nog eentje, zodat jullie een antwoord kunnen krijgen op jullie vraag. En die zullen we daarna nadien naar jullie doorsturen. Jullie gaan dus nu allemaal ingedeeld worden in een breakout room. Normaal gezien zou dat automatisch moeten gebeuren. In die breakout room kunnen jullie nog onderling met elkaar in gesprek gaan over jullie ervaringen rond dit thema. En daarnaast kunnen jullie uitwisselen met elkaar. Indien je merkt dat je niet in de juiste breakout room zit omwille van de taal, dan mag je dat altijd signaleren. In elke breakout room is iemand van de organisatie Brussel of Brusano